Nous étions au barbecue d'anniversaire de mon fils, pour ses 7 ans. Mon frère est passé devant son télescope flambant neuf, l'a poussé du coude directement sur le béton dur, a regardé le verre brisé et a simplement dit « Oups ». Mon fils est resté là, complètement figé, fixant la lentille ruinée à travers laquelle il avait attendu des mois de pouvoir observer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis calmement dirigé vers la chaise de patio, j'ai ramassé son ensemble de clubs de golf forgés sur mesure, d'une valeur de 2500 $, et j'ai jeté le lourd sac en cuir entier directement dans le brasier ardent. Oups. Mon frère a complètement perdu la tête. Il a hurlé que j'étais un animal psychopathe. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit que c'était lui qui avait commencé. Je sais exactement comment cela sonne pour une personne normale. Je sais que cela semble complètement dérangé, mesquin, et peut-être profondément fou de simplement détruire la propriété coûteuse de quelqu'un d'autre, devant une cour arrière pleine d'invités. Mais juste avant qu'il ne crie à plein poumon, son visage est devenu complètement rouge. Les veines de son cou ont sailli, et il m'a regardé avec cette expression de dégoût pur et inaltéré. Il a pointé un doigt tremblant vers moi et a crié « Tu n'es qu'un plombier glorifié. Une ordure. Tu ne pourrais jamais te permettre de remplacer ça de toute ta misérable vie. » Cette phrase, juste là, c'était ça. C'était le point culminant absolu d'une vie entière passée à être traitée comme la saleté sous ses chaussures italiennes en cuir de créateur. C'était le point d'ébullition de 34 années de ressentiments accumulés, de manque de respect et de souffrance silencieuse. Je vous promets qu'au moment où j'aurai fini de raconter cette histoire, au moment où vous comprendrez exactement qui est mon frère et ce qu'il a fait subir à ma famille, la plupart d'entre vous se demanderont pourquoi je n'ai pas jeté ces clés de voiture coûteuses et ces lunettes de soleil de marque dans le brasier, avec ces précieux clubs de golf. Je m'appelle Calder. J'ai 34 ans, et je possède une entreprise d'installation commerciale de chauffage, de ventilation et de climatisation. Ce n'est absolument pas un travail glamour. Pas le moins du monde. Je passe mes journées à ramper dans des espaces incroyablement exigus et poussiéreux, à m'occuper d'énormes unités de ventilation industrielle sur les toits des bâtiments commerciaux, et à rentrer à la maison en sentant un mélange d'ozone, de graisse et de métal brûlé. Mes mains sont constamment calleuses, et mes articulations ont toujours une nouvelle éraflure. Mais j'ai bâti cette entreprise de zéro, avec mes 2 propres mains. Je n'ai pas pris un seul sou à mes parents. Je travaille dur, je paie mes factures à temps, et j'offre une vie très bonne et confortable à ma famille. Ma femme, Marin, a 32 ans. Elle travaille comme responsable de la chaîne d'approvisionnement pour une entreprise de logistique de taille moyenne. Elle passe ses journées à consulter d'énormes feuilles de calcul et à coordonner le transport de marchandises à travers le pays. C'est la femme la plus gentille, la plus patiente et la plus belle de la Terre. C'est mon pilier absolu, la seule raison pour laquelle j'ai survécu à ma famille aussi longtemps. Ensemble, nous avons un fils de 7 ans nommé Holdan. Holdan est la lumière absolue de ma vie. C'est un enfant tranquille, profondément sensible, qui ressent tout à une échelle massive. Il n'aime pas les bruits forts. Il n'aime pas les conflits, et il a un cœur si grand que cela m'inquiète parfois dans un monde aussi froid. Pour bien comprendre pourquoi un ensemble de clubs de golf coûteux en chrome a fini par fondre en une flaque de plastique, de cuir et de métal à l'odeur toxique, dans ma cour arrière, il faut profondément saisir la dynamique familiale dans laquelle je suis né. En grandissant, j'ai toujours été l'enfant invisible. J'étais l'enfant qui réparait l'évier cassé quand il fuyait. J'étais l'enfant qui tondait la pelouse tous les samedis matins sans qu'on lui demande. J'étais l'enfant qui obtenait de bonnes notes en silence, restait à l'écart des ennuis, et allait directement à une école de métier professionnel, car absolument personne ne proposait de payer pour une université fantaisiste de 4 ans pour moi. J'étais le bruit de fond de notre foyer. Chaque fois que nous avions des dîners de famille, mes succès étaient toujours accueillis par un hochement de tête poli et désinvolte. Oh, Calder a réparé une chaudière commerciale aujourd'hui. C'est bien. Passe les pommes de terre. Pendant ce temps, mes échecs, aussi minimes soient-ils, étaient examinés au microscope. Je n'étais jamais tout à fait suffisant. Jamais assez intelligent, jamais assez ambitieux, jamais assez bruyant pour diriger la pièce. Mais je l'ai accepté. J'ai fait la paix avec mon rôle il y a longtemps. Je me suis entièrement concentré sur mon entreprise. Je me suis concentré sur ma belle épouse, Marin. Et j'ai déversé chaque once d'amour que j'avais dans mon âme pour être le père que le petit Holdan méritait. J'ai construit une forteresse autour de ma petite famille,
un espace sûr et tranquille où nous n'avions besoin de la validation de personne d'autre pour être vraiment heureux. Nous avions notre propre petit monde, et il était paisible. Honnêtement, je pensais pouvoir juste garder la tête basse et survivre aux réunions de famille obligatoires des fêtes, sans faire de scène. Je pensais que si je restais juste tranquille, gardais ma bouche fermée, et laissais les insultes glisser sur moi, la tempête passerait toujours sans m'atteindre. Mais ce feu dans ma cour arrière ne s'est pas soudainement allumé de nulle part, un samedi après-midi quelconque. C'était une lente et douloureuse combustion. C'était une mèche allumée il y a 34 ans par une personne qui croit sincèrement être le soleil éclatant. Et le reste d'entre nous n'a juste de la chance que d'être dans sa chaleur. Que se passe-t-il quand le soleil décide de brûler la seule chose à laquelle vous tenez dans ce monde? Vous éteignez le feu. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à ma place? Mon frère aîné, Darien, a 37 ans. Il est directeur régional des ventes pour une énorme entreprise multinationale d'appareils technologiques. Darien est la définition de l'enfant prodige. C'est le modèle. C'est tout ce que mes parents, Alden et Nola, ont toujours voulu chez un fils, et il le sait. Il porte des costumes italiens parfaitement taillés qui coûtent plus que mon paiement hypothécaire mensuel. Il conduit une élégante berline Mercedes noire qu'il lave 2 fois par semaine. Il porte une lourde montre en or, et il ne peut physiquement pas passer 5 minutes dans une conversation sans mentionner le nom d'un PDG d'entreprise avec qui il vient de déjeuner, ou sans parler d'un accord régional de plusieurs millions de dollars qu'il vient de conclure seul. Il dégage cette aura d'arrogance toxique partout où il va. Il respire l'air comme s'il en était le propriétaire. Et le pire, c'est que mes parents confondent en quelque sorte ce narcissisme flagrant avec de la confiance et du leadership. Ils vénèrent la terre sur laquelle ils marchent. Darien me regarde comme si j'étais un malheureux cas de charité avec lequel il est génétiquement forcé de s'associer. Pour lui, je ne suis pas un entrepreneur qui réussit. Je ne suis qu'un ouvrier, un gars qui utilise une clé à molette, se salit les mains essuies pour gagner sa vie. Et mes parents encouragent chaque seconde de ce comportement. Ils sont complètement aveuglés par son extérieur brillant et coûteux. Chaque fois qu'il dit quelque chose de cruel, ils défendent sa grossièreté, affirmant qu'il n'est qu'un cadre stressé portant le poids du monde de l'entreprise sur ses épaules. Permettez-moi de vous emmener faire une rapide et douloureuse visite de ce que j'aime appeler mon musée personnel de la douleur. Remontons 3 ans en arrière, à notre dîner de Noël annuel en famille. Nous étions tous assis autour de ma table de salle à manger. Marin avait passé 2 jours entiers à préparer un festin énorme et magnifique. Elle avait fait rôtir une énorme dinde, préparé une farce maison, cuit 3 tartes différentes, et mis la table avec sa belle vaisselle en porcelaine. Darien est arrivé avec 1 heure de retard, accompagné de sa femme, Sutton. Sutton est essentiellement une version féminine de Darien. Elle est obsédée par les marques de créateurs, vérifie constamment son reflet sur l'écran de son téléphone, et manque complètement d'empathie humaine élémentaire. En plein milieu du dîner, pendant que nous mangions la nourriture pour laquelle ma femme avait tant travaillé, Darien s'est mis à parler fort de sa nouvelle vue depuis son bureau d'angle en centre-ville. J'ai fait une blague inoffensive et autodérisoire. J'ai souri et j'ai dit quelque chose sur le fait que ma vue consistait généralement à regarder de l'isolant en fibre de verre rose, dans un grenier sombre à 43 degrés Celsius. Darien n'a même pas esquissé un sourire. Il a arrêté de couper sa viande, a regardé directement Marin de l'autre côté de la table, et a dit d'une voix neutre, « Eh bien, j'imagine que quelqu'un dans ce monde doit être l'éboueur industriel, n'est-ce pas ?» Il m'a traité d'éboueur industriel, à ma propre table, en mangeant la nourriture que j'avais payée. La pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai regardé mes parents, m'attendant pleinement à ce qu'ils interviennent, à ce qu'ils disent quelque chose, n'importe quoi pour me défendre. Ma mère, Nola, a juste laissé échapper un rire nerveux et aigu, et a tapoté le bras de Darien. Elle m'a regardé et a dit, « Oh, Calder, ne sois pas si contrarié. Ton frère plaisante juste. Il est sous tellement de pression au travail en ce moment. Tu sais à quel point la vie en entreprise est stressante pour lui. » C'était tout. C'était toute la défense. Son emploi très bien rémunéré lui donnait un laissez-passer permanent pour humilier son jeune frère, chez lui. Puis, il y a eu mon 30e anniversaire. Avoir 30 ans est une étape majeure, n'est-ce pas? La plupart des familles célèbrent cela. Elles organisent une fête, ou du moins vont dîner dans un bon restaurant. Darien a complètement oublié. Il ne m'a pas appelé. Il n'a pas envoyé de message texte. Il n'a pas reconnu mon existence.
Mais exactement 2 jours plus tard, il a décidé de s'acheter une voiture de sport de luxe flambant neuve, en guise de récompense pour un bon trimestre au travail. Ma mère m'a appelé tôt un dimanche matin, non pas pour me souhaiter un joyeux anniversaire tardif, ni pour s'excuser que la famille ait ignoré mon étape importante. Elle a appelé pour me demander de venir chez eux et de nettoyer complètement leur garage poussiéreux et encombré. Pourquoi? Parce que Darien voulait garer sa nouvelle voiture de sport à l'intérieur, pour la protéger du soleil brûlant pendant qu'il leur rendait visite pour le brunch du dimanche. On s'attendait à ce que je fasse un lourd travail manuel, balayant la saleté et déplaçant de lourdes boîtes, pendant le week-end de mon anniversaire, juste pour que le nouveau jouet brillant de mon frère ne chauffe pas trop. J'ai ravalé ma fierté. Je suis allé là-bas, j'ai mis mes gants de travail, et je l'ai fait. J'ai balayé le béton. J'ai déplacé les boîtes de vieilles affaires. Je l'ai fait parce que j'étais profondément conditionné à croire que maintenir la paix était toujours mieux que de me défendre et de provoquer une rupture. J'ai avalé le manque de respect année après année, fête après fête. Je les ai laissés me traiter comme un citoyen de seconde zone, parce que je ne voulais pas déchirer la famille de mes parents. Je pouvais supporter d'être l'ombre de Darien. J'avais la peau dure, grâce à des années de travail dans la construction. Je pouvais encaisser les coups, mais je me suis juré sur ma vie de ne jamais laisser mon fils Holdan ressentir la froideur de cette ombre. Combien de temps un homme peut-il ravaler sa colère avant qu'elle ne lui brûle finalement un trou droit dans la poitrine? Holdan n'est pas comme la plupart des autres garçons de 7 ans que vous rencontrerez. Il ne se soucie pas de jouer à des jeux vidéo bruyants. Il ne se soucie pas des figurines de super-héros, et il déteste le sport. Holdan est complètement, entièrement obsédé par l'univers. Il aime les étoiles, les planètes, les lunes, et le vide noir mystérieux et sans fin de l'espace lointain. Au lieu de regarder des dessins animés, il regarde des documentaires sur les missions Apollo et le télescope Hubble. Il peut nommer avec précision toutes les constellations majeures de l'hémisphère nord. Sa chambre est un témoignage de cette obsession. Marin et moi avons passé tout un week-end à peindre son plafond d'un bleu marine profond. Ensuite, nous avons acheté des centaines d'étoiles phosphorescentes de haute qualité, et nous les avons minutieusement cartographiées sur le plafond, pour qu'elles correspondent exactement au vrai ciel nocturne. C'est un enfant très calme et doux. Il absorbe l'énergie du monde qui l'entoure comme une éponge. Quand les gens crient ou se disputent, il se recroqueville physiquement sur lui-même, se couvrant les oreilles et fermant les yeux. Mais quand les gens sont gentils avec lui, quand il montre un intérêt sincère pour ses cartes planétaires, il s'épanouit comme une fleur. Il parle à toute vitesse, ses yeux s'illuminent, et il devient l'enfant le plus heureux du monde. Pour son 7e anniversaire, Marin et moi voulions faire quelque chose d'absolument énorme. Nous voulions lui offrir un cadeau dont il se souviendrait toute sa vie. Nous avions économisé de l'argent pendant plus de 8 mois. Nous avions sauté notre dîner d'anniversaire. Nous avions réduit nos dépenses en épicerie coûteuse. Nous avions annulé nos abonnements de streaming. Et nous avions mis de côté chaque dollar supplémentaire que nous pouvions trouver. Notre objectif était de lui acheter un télescope dobsonien de type réflecteur, de qualité professionnelle et haut de gamme. Ce n'allait pas être un jouet en plastique bon marché et fragile, d'un grand magasin, qui se casserait en une semaine. C'était une pièce d'équipement optique de précision de $2000. C'était incroyablement lourd, magnifiquement fabriqué avec une base solide, et parfaitement calibré pour observer les objets de l'espace lointain. Nous savions que regarder à travers une vraie lentille en verre de cette qualité allait absolument épater son petit esprit. Nous étions si incroyablement protecteurs des sentiments de Holdan, à cause d'un terrible incident survenu l'année dernière. Quand Holdan avait 6 ans, il a passé un mois entier à construire une station spatiale massive et complexe, à partir de boîtes en carton, de rouleaux d'essuie-tout, de rubans adhésifs toilés et de papier d'aluminium. Il y travaillait tous les jours après l'école. Cela occupait près de la moitié de l'espace au sol de notre salon. C'était son chef-d'œuvre, sa fierté et sa joie. Un samedi, Darien est venu pour une courte visite familiale obligatoire, afin de me déposer un document. Il a traversé la porte d'entrée, complètement rivé à son smartphone, tapant rapidement un email avec ses 2 pouces. Il a traversé le salon et a marché directement sur la station spatiale de Holdan. Il a posé sa chaussure lourde et coûteuse en cuir directement sur la tour centrale principale de la structure en carton, l'écrasant complètement à plat sur le parquet avec un bruit fort et craquant. Holdan a halté d'horreur et a immédiatement éclaté en sanglots hystériques. Darien n'a même pas pris la peine de lever les yeux de l'écran de son téléphone. Il a juste enjambé les débris de carton ruinés,
a poussé un soupir agacé, et a dit « Peut-être ne devriez-vous pas laisser vos ordures sur le sol, là où les gens essaient de marcher. » Il a qualifié le travail acharné d'un petit garçon, tout son mois de créativité, d'ordure. Il ne s'est pas excusé. Il ne s'est pas penché pour aider à le réparer. Il n'a même pas regardé Holden dans les yeux. Il est juste entré dans la cuisine, s'est versé un verre de notre eau filtrée, et s'est plaint à ma mère au téléphone que ma maison était toujours un désordre désorganisé. Et ma mère, bien sûr, était d'accord avec lui, me disant plus tard que je devais garder les jouets de mes enfants hors du passage principal. J'ai passé 4 heures angoissantes cette nuit-là, assis sur le sol avec un pistolet à colle chaude, des ciseaux et un rouleau de ruban argenté, essayant désespérément de reconstruire cette station en carton écrasé, pendant que Holden pleurait jusqu'à s'endormir dans sa chambre. Tout parent qui lit ceci sait exactement de quoi je parle. Quand quelqu'un vous insulte, vous pouvez le balayer. Vous pouvez le laisser passer pour maintenir la paix. Mais quand quelqu'un blesse intentionnellement votre enfant, quand il écrase négligemment l'esprit d'un petit enfant qui n'a jamais rien fait de mal à personne, un instinct totalement différent s'empare de votre cerveau. C'est une rage primale, absolue, indéniable, qui reste tapie au fond de votre estomac, attendant le bon moment. Serais-je capable de protéger le nouveau rêve de mon fils, ou le monstre écrasera-t-il aussi celui-ci? Nous avions prévu un énorme barbecue dans le jardin pour sa fête de 7e anniversaire. J'avais vérifié les prévisions météorologiques de manière obsessionnelle pendant les 2 semaines précédant le jour J. Cela promettait d'être absolument parfait. Une journée d'été claire, chaude, sans nuages, qui se transformerait finalement en une nuit fraîche et cristalline. C'étaient les conditions atmosphériques absolument parfaites pour qu'un jeune garçon puisse regarder à travers un tout nouveau télescope puissant, et voir les anneaux de Saturne et les cratères de la Lune pour la toute première fois. Tout dans le jardin était impeccablement arrangé. J'ai passé des heures à frotter le barbecue jusqu'à ce qu'il brille. Les côtes et le poulet marinaient dans une sauce spéciale, et les glacières étaient remplies à ras-bord de glace et de boissons. Cela allait être la journée parfaite. L'après-midi a commencé incroyablement bien. Nous avions environ 25 personnes rassemblées dans le jardin. La riche odeur de fumée de hickory et de viande de barbecue emplissait l'air chaud de l'été. Mon voisin d'à côté, Garrett, s'était porté volontaire pour s'occuper du barbecue, afin que je puisse me concentrer sur Holden. Garrett est un pompier municipal à la retraite. C'est un homme massif, aux épaules larges, pragmatique, qui dit exactement ce qu'il pense, et ne se soucie vraiment pas de savoir qui est offensé par ses mots. C'est l'une des très rares personnes dans ma vie qui me voit vraiment tel que je suis, sans me comparer à mon frère. Ma tante Kresa était là aussi. C'est la sœur cadette de ma mère. Mais elles ne pouvaient pas être plus fondamentalement différentes si elles essayaient. Kresa est chaleureuse, bruyante, excentrique, et farouchement protectrice des gens qu'elle aime. C'est la seule personne de toute ma famille élargie qui ait jamais regardé Darien, levé les yeux au ciel, et lui ait dit d'arrêter de parler de lui-même. Elle a passé la première heure de la fête assise sur l'herbe, à jouer à des jeux de société avec Holden et ses amis. Les enfants couraient follement à travers les arroseurs de pelouse, riant et hurlant à plein poumon. De la musique rock classique jouait doucement depuis les haut-parleurs du patio. C'était une bonne journée, honnête et heureuse. Puis, vers 16 heures de l'après-midi, est arrivé le moment que nous attendions. Marin et moi avons sorti l'énorme et lourde boîte en carton, enveloppée dans un papier cadeau brillant à thème galactique. Nous l'avons posée sur l'herbe. Holden s'est assis devant, les yeux grands comme des soucoupes. Il a arraché le papier avec excitation, le réduisant en lambeaux. Lorsque le carton a été exposé et qu'il a vu l'image brillante du télescope dobsonien professionnel imprimé sur le côté de la boîte, il a littéralement arrêté de respirer pendant 3 secondes complètes. Ses petites mains ont commencé à trembler de manière incontrôlable. Il a levé les yeux vers moi, les yeux remplis de larmes de joie, et a chuchoté d'une voix tremblante, « C'est vrai? C'est vraiment pour moi. » Je me suis agenouillé, je l'ai serré fort dans mes bras, et je lui ai dit que c'était très réel et que tout était à lui. Nous avons passé les 45 minutes suivantes à ouvrir soigneusement la boîte et à l'assembler ensemble. C'était une pièce de machinerie vraiment magnifique et impressionnante. Il avait un tube optique élégant en métal blanc brillant, de lourdes montures en fonte noire, et un énorme miroir primaire en verre niché au fond, qui ressemblait à un œil géant parfait regardant le ciel. Nous l'avons transporté avec précaution et l'avons installé juste au centre absolu du patio en béton. J'ai ajusté les lourdes jambes du trépied, m'assurant qu'il était parfaitement équilibré et stable sur la surface dure. Il dominait complètement l'espace.
C'était la pièce maîtresse du jardin, surplombant le mobilier de patio. Holden a refusé de quitter son côté. Il est resté juste à côté, passant doucement sa petite main sur le tube métallique blanc et froid, levant les yeux vers le ciel bleu clair, attendant juste désespérément que le soleil se couche enfin pour que les étoiles apparaissent. Mon cœur était si incroyablement rempli à cet instant précis. J'ai regardé Marin de l'autre côté de la cour, et elle essuyait des larmes de joie de ses joues avec une serviette. Je l'avais vraiment fait. J'avais travaillé dur, économisé mon argent, et donné à mon fils quelque chose d'incroyable, quelque chose qui prouvait que je n'étais pas seulement le gars sale qui nettoyait les garages et réparait les tuyaux cassés pour gagner sa vie. J'étais un bon père qui pouvait réaliser les plus grands rêves de ses enfants. J'ai ressenti un profond sentiment de paix dans ma poitrine que je n'avais pas ressenti depuis très, très longtemps. Tout était en ordre dans le monde. Mais dans ma famille, la paix est toujours une illusion fragile et temporaire qui n'attend que d'être brisée. Que se passe-t-il lorsque la paix est brisée par une voiture de luxe qui entre dans l'allée? Juste au moment où la fête atteignait son apogée, Darien et sa femme Sutton sont enfin arrivés. Ils avaient 2 heures de retard, ce qui était leur mode opératoire standard et calculé. Ils adoraient absolument faire une grande entrée lorsque la fête battait déjà son plein, s'assurant que toutes les conversations s'arrêteraient et que tous les regards se tourneraient immédiatement vers eux. Darien a traversé la porte latérale en bois, vêtu d'une chemise en lin blanc impeccable et parfaitement repassée, d'un short sur mesure et de mocassins en cuir coûteux, sans chaussettes. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention immédiate, ce n'était pas sa tenue. C'était l'objet massif qu'il portait en bandoulière sur son épaule droite. Il traînait un énorme sac de golf en cuir robuste, de qualité professionnelle. Dépassant du haut du sac, il y avait un ensemble de clubs de golf rutilants, flambant neufs, plaqués chrome. Ils étaient absolument immaculés, reflétant le soleil de l'après-midi comme des miroirs. Il a dépassé les enfants jouant sur l'herbe, et monté sur le patio en béton, a laissé tomber le lourd sac de golf en cuir avec un bruit sourd et résonnant juste à côté du brasier en pierre, et a poussé un grand soupir d'épuisement exagéré. Mon père, Alden, qui était assis sur une chaise de jardin, a immédiatement sauté et s'est précipité vers lui, comme un serviteur loyal saluant un roi. « Oh, waouh, Darien! Regarde ces beautés » a dit Alden bruyamment, bavant pratiquement devant les clubs en métal brillant. Darien a souri d'un air suffisant, a passé une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, et a annoncé à tout le jardin, « Oui, je viens de jouer 18 trous au club de campagne privé avec le comité exécutif régional. Ce sont des fers forgés sur mesure. 2500 $ l'ensemble, ajustés sur mesure pour mon swing. Je ne voulais pas les laisser dans le coffre de la Mercedes pendant que nous étions ici. Il fait bien trop chaud aujourd'hui. La chaleur pourrait déformer les couteaux grippe. » Il a littéralement apporté ses clubs de golf flambant neufs à la fête d'anniversaire d'un garçon de 7 ans, juste pour s'assurer que chaque personne présente savait exactement combien il coûtait et avec qui il avait socialisé. C'était pathétique. Honnêtement, c'était un cri désespéré pour attirer l'attention, mais mes parents l'ont gobé comme si c'était parole d'évangile. Ils se sont rassemblés autour du sac de golf, touchant le cuir et chuchotant avec admiration comme s'il s'agissait d'un artefact sacré, ignorant complètement Holden et son magnifique nouveau télescope, à quelques mètres seulement. J'étais près de la glacière, prenant de la glace fraîche, observant discrètement tout ce cirque ridicule se dérouler. Sutton se tenait dans le coin du patio, tenant une tasse en plastique d'eau, regardant autour d'elle notre modeste jardin et nos amis comme si c'était une décharge toxique qu'elle avait été forcée de visiter. Darien tenait la cour près du brasero, parlant bruyamment et agressivement de la mécanique de son swing de golf et de l'argent qu'il avait gagné au 9e trou. Mais à mesure que les minutes s'écoulaient, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. Les gens ne lui prêtaient plus attention longtemps. Tante Kreza est passée juste devant son sac de golf, sans même le regarder, et est allée directement demander à Holden comment fonctionnait le chercheur du télescope. Garrett, retournant les burgers sur le grill, m'a tendu une bière fraîche, et a fait bruyamment une blague sarcastique sur les gars qui portent des mocassins à un barbecue, et jouent au golf au lieu de faire un vrai travail honnête. Plusieurs de nos voisins ont ri. Darien perdait son public. Et s'il y a une chose que Darien ne peut pas gérer mentalement, c'est de perdre son public. Il a regardé le centre du patio. Il a regardé directement le télescope blanc. Il a regardé Holden, qui expliquait joyeusement et avec animation les différents oculaires de grossissement à tante Kreza et 3 autres enfants. J'ai vu la mâchoire de Darien se contracter. J'ai vu un éclair sombre de véritable agacement dans ses yeux.
Il détestait absolument le fait qu'une pièce d'équipement scientifique, ringarde, pour un enfant recevait plus d'attention et d'admiration que son symbole de statut social de 2500 $. Il a brusquement arrêté de parler de son jeu de golf, et a annoncé bruyamment à personne en particulier qu'il allait prendre une boisson fraîche. La glacière se trouvait de l'autre côté du grand patio en béton. L'espace était immense. On aurait pu faire passer confortablement un pick-up à travers le large espace entre le mobilier de patio et le trépied du télescope. Je l'ai regardé commencer à marcher. J'ai vu ses yeux se fixer sur le tube métallique du télescope. Mon estomac s'est instantanément noué. Je savais juste ce qui allait se passer. Pourrais-je l'arrêter avant qu'il ne ruine tout? Tout dans le jardin a soudainement semblé se produire au ralenti, de manière agonisante et terrible. J'ai laissé tomber le sac de glace en plastique que je tenais. Il a heurté l'herbe avec un bruit sourd et lourd. J'ai fait un pas désespéré en avant, ouvrant grand la bouche pour crier, pour lui dire de faire attention, pour lui ordonner d'arrêter de marcher, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. Mon cerveau n'a pas pu traiter l'intention malveillante assez rapidement pour réagir physiquement. Darien traversait le patio en ligne parfaitement droite. Il n'a pas trébuché sur ses propres pieds. Il n'a pas trébuché sur une dalle lâche. Il n'avait pas le visage enfoui dans son téléphone. Il a marché directement, délibérément, devant le télescope. Alors qu'il franchissait la dernière distance, juste au moment où son corps était parallèle au tube optique, il a subtilement mais distinctement déplacé son poids corporel. Il a penché son épaule droite, et d'un mouvement brusque, incroyablement délibéré et puissant, il a violemment jeté son coude droit sur le côté du lourd tube métallique blanc. Le son était écœurant. C'était un craquement métallique fort et violent, instantanément suivi par le grincement terrifiant et aigu des lourdes jambes noires du trépied glissant violemment sur le dur patio en béton. L'énorme télescope entier a basculé. Il a heurté le sol avec un fracas catastrophique. La lourde lentille en verre parfaitement calibrée, à l'avant du tube, a explosé en centaines de fragments scintillants et coupant sur le béton. L'épais tube métallique s'est instantanément cabossé et déformé. Les oculaires délicats et coûteux se sont détachés de leur monture, et ont roulé dans la terre comme des ordures jetées. La musique rock classique jouant du haut-parleur Bluetooth a soudainement semblé s'estomper dans le néant. Les joyeux bavardages des invités se sont arrêtés net. Un silence total, lourd et suffocant est tombé sur tout le jardin. On pouvait entendre le léger grésillement des hamburgers cuisant sur le grill de Garrett, mais rien d'autre. Darien a arrêté de marcher. Il a tourné la tête et a regardé le désordre ruiné et brisé de métal blanc et de verre brisé, éparpillé sur le patio en béton. Il n'a pas eu l'air choqué. Il n'a pas halté. Il ne s'est pas penché frénétiquement pour essayer de le rattraper ou d'évaluer les dégâts. Il a juste fixé l'épave pendant un long moment silencieux. Puis le coin de sa bouche s'est relevé. Il a esquissé un petit sourire cruel, profondément satisfait. Il a regardé par-dessus son épaule droite, fixant directement les yeux de mon fils de 7 ans, et a prononcé un seul mot, sur le ton le plus désinvolte, inexpressif et léger que vous puissiez imaginer. Oups. Il a juste dit, oups, comme s'il avait accidentellement heurté une tasse en plastique bon marché. Comme s'il avait laissé tomber une serviette en papier par terre. Puis, sans un mot de plus, il s'est retourné et a continué à marcher nonchalamment vers la glacière, enjambant littéralement un gros morceau de verre brisé pour aller chercher sa bière. J'ai regardé Holden, mon doux, sensible et beau garçon. Il était là, complètement figé, à environ 1,50 m des débris. Ses petites mains étaient serrées en poing sur les côtés. Toutes les couleurs avaient instantanément disparu de son visage, le laissant pâle comme un fantôme. Sa lèvre inférieure a commencé à trembler violemment, mais il était bien trop choqué pour même émettre un son de pleurs. La lumière brillante et magnifique dans ses yeux, cette pure excitation à explorer les étoiles, venait d'être brutalement éteinte en une seule seconde. Il a regardé le verre brisé reflétant le soleil de l'après-midi, et une seule larme silencieuse a coulé sur sa joue. Marin a laissé échapper un soupir déchirant et angoissant, et s'est précipité, tombant à genoux sur le béton dur, essayant désespérément de tirer Holden dans ses bras pour le protéger de la vue. Ma mère, Nola, a immédiatement commencé à parler rapidement, essayant de briser le silence. Oh mon Dieu! Eh bien, c'était en plein milieu du passage. Calder. Tu ne devrais vraiment pas laisser de choses fragiles juste sur le chemin principal. Darien ne l'a clairement pas fait exprès. C'était juste un accident.
Je n'ai pas entendu le reste de sa phrase ridicule et complaisante. Je n'ai rien entendu du tout. Le sang rugissant dans mes oreilles sonnait exactement comme un énorme train de marchandises traversant mon crâne. 34 ans. 34 années agonisantes à ravaler ma fierté. 34 années à nettoyer des garages sales, à accepter des insultes cruelles avec un sourire, et à jouer le bon, le tranquille, l'invisible frère cadet. Toute cette histoire, toute cette colère refoulée a jailli à la surface en un éclair aveuglant de clarté pure, blanche, chaude et terrifiante. Il a brisé le cœur de mon fils par plaisir. Il a détruit le rêve de mon enfant, juste parce qu'il n'était pas le centre d'attention. J'ai regardé Darien, qui tirait maintenant nonchalamment une bière fraîche de la glacière, agissant comme si absolument rien ne s'était passé dans le monde. Puis j'ai lentement tourné la tête et j'ai regardé le lourd et coûteux sac de golf en cuir, posé juste à côté du brasier ardent. Il était temps de donner une dure leçon de gravité. À votre avis, combien coûte une leçon de respect? Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de la liker, de vous abonner à la chaîne, et de laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre un public plus large. Merci beaucoup. Tout le jardin était plongé dans ce silence horrible et suffocant. Le seul son était le faible crépitement du bois brûlant dans le brasero en pierre. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas réprimandé. Je n'ai pas donné de coup de poing. J'ai juste regardé le verre brisé du télescope ruiné de mon fils, éparpillé sur le béton. Et puis j'ai regardé mon frère. Il était là, avec un petit sourire narquois et arrogant sur le visage, tenant une bière fraîche, agissant comme s'il avait accidentellement renversé une chaise de jardin en plastique bon marché. Le manque de respect absolu qui émanait de son corps était suffocant. J'ai posé le sac de glace que je tenais. J'ai traversé lentement le patio en béton. Chaque regard dans le jardin était rivé sur moi. Marin tenait Holden serré contre sa poitrine, protégeant son visage. Mes parents étaient complètement silencieux, attendant de voir si j'allais juste baisser la tête et nettoyer le désordre, comme je le faisais toujours. Mais l'homme qui avait l'habitude de nettoyer les dégâts de Darien est mort à la seconde où ce télescope a touché le sol. J'ai passé juste devant Darien. Je ne l'ai même pas regardé. Je suis allé directement vers le lourd et coûteux sac de golf en cuir, posé à côté du brasero. J'ai tendu la main et j'ai saisi l'épaisse poignée en cuir. C'était lourd. C'était un équipement professionnel massif, rempli de fer en acier forgé sur mesure et de bois en métal coûteux. Le tout pesait probablement 40 livres solides. J'ai saisi la poignée à deux mains, utilisant chaque once de force que j'avais accumulée pendant des années à transporter de lourdes unités de climatisation commerciale. J'ai soulevé le sac entier du sol. Je l'ai balancé en arrière, déplaçant mon poids. Et puis, avec un énorme effort, j'ai lancé tout le sac de club de golf de $2500 directement au centre du brasier ardent. Le lourd sac en cuir a atterri en plein milieu des braises rougeoyantes et des bûches en feu, avec un énorme fracas explosif. Des étincelles ont jailli dans l'air, formant une immense fontaine d'orange et de jaune. Parce que le brasero était si chaud, le cuir traité coûteux du sac de golf a instantanément pris feu. Les flammes ont léché les côtés, faisant fondre les poches synthétiques et s'enroulant autour des tiges chromées brillantes des clubs. En 3 secondes, une épaisse fumée noire à l'odeur toxique a commencé à s'élever dans le ciel d'été. Cela sentait les pneus brûlés, le plastique fondu, et une justice pure et indéniable. Je suis resté là une seconde, regardant les flammes engloutir complètement son précieux symbole de statut social. Puis j'ai lentement tourné la tête, j'ai regardé Darien droit dans les yeux, et j'ai dit, sur le même ton désinvolte et léger qu'il avait utilisé 2 minutes plus tôt, oups. Il a fallu à Darien environ 2 secondes complètes pour que son cerveau traite ce qu'il regardait. Quand il a finalement réalisé que ses clubs de golf sur mesure, d'une valeur de $2500, étaient en train de fondre en une flaque de scorie toxique, son visage a pris une teinte violette profonde et violente. Les veines de son cou ont littéralement sailli contre sa peau. Il a laissé tomber sa bouteille de bière. Elle s'est brisée sur le béton, se mélangeant au verre du télescope. Il a poussé ce cri primal dément. Animal psychopathe. Il s'est précipité en avant, levant les poings, prêt à m'attaquer physiquement, là, dans ma propre cour arrière. Mais avant qu'il ne puisse faire même 2 pas, mon voisin Garrett s'est placé juste devant lui. Garrett est un pompier à la retraite qui passe 3 heures par jour à la salle de sport. Il est bâti comme un mur de briques.
Gareth a simplement posé une main massive fermement sur la poitrine de Darien et l'a repoussé en arrière. Darien a trébuché et a failli tomber sur ses propres mocassins en cuir coûteux. N'y pense même pas, mon ami, a grogné Gareth, sa voix basse et incroyablement menaçante. Tu viens de détruire intentionnellement le cadeau d'anniversaire d'un petit enfant. Tu as de la chance qu'il n'ait brûlé que tes stupides clubs de golf. Si tu fais un pas de plus vers lui, je te jetterai personnellement dans ce brasier ensuite. Darien a regardé Gareth, puis le feu, qui brûlait maintenant si fort que les grippes des clubs de golf fondaient activement et dégoulinaient dans les cendres. Darien tremblait d'une rage pure et inaltérée. Il a pointé un doigt tremblant vers moi et a crié à plein poumon, « Tu n'es qu'un plombier glorifié. Une ordure. Tu ne pourrais jamais te permettre de remplacer ça de toute ta misérable vie. Mes avocats vont absolument te détruire. » Je n'ai pas scié. J'ai juste pointé mon doigt droit vers la porte latérale en bois menant au jardin avant. Sors de ma propriété, ai-je dit, ma voix dangereusement basse. Sors de ma cour. Monte dans ta voiture brillante et ne t'approche plus jamais de mon fils. Tu as fini ici. Sutton, sa femme, était là, la bouche grande ouverte, en état de choc pur. Darien a réalisé qu'il était complètement en infériorité numérique et dépassé. Il a jeté un dernier regard furieux et haineux sur l'épave brûlante de son sac de golf, a attrapé Sutton par le bras, et est sorti du jardin en trombe. Mes parents l'ont suivi de près, le cajolant et s'excusant auprès de lui comme s'il était la victime. Le portail s'est refermé. Le feu continuait de brûler, mais pour la première fois en 34 ans, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Étais-je préparé à la guerre absolue qui était sur le point de commencer? L'immédiat après-barbecue fut un chaos absolu, mais un chaos calme, d'ordre domestique. Après le départ de Darien et de mes parents, la tension dans le jardin s'est lentement évaporée. Personne ne m'a jugé. En fait, Gareth est venu, m'a tapoté fort sur l'épaule, et m'a tendu une autre bière fraîche. Tante Crésa a aidé Marin à balayer le verre brisé du télescope. Nous avons réussi à sauver le reste de la fête. Nous avons sorti le gâteau, chanté joyeux anniversaire, et essayé de faire sourire Holden à nouveau, mais la lumière dans ses yeux était faible. Il continuait de regarder l'endroit vide sur le béton où son rêve avait été brisé. Ce regard sur son visage n'a fait que solidifier ma résolution. Je n'ai ressenti aucun regret, pas la moindre once. Les vraies conséquences ont commencé dès le lendemain matin. C'était dimanche. À exactement 7 heures du matin, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. C'était mon père, Alden. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale, puis ma mère a appelé, puis mon père à nouveau. Finalement, j'ai décroché, mis le haut-parleur, et posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant que je me versais mon café. Alden criait si fort que le haut-parleur du téléphone vibrait. « Tu as complètement perdu la tête » a-t-il crié. « Tu es une personne jalouse, amère, vindicative » l'a-t-elle appelé. « Ton frère a fait une simple erreur. Il a heurté ce stupide jouet, et tu as répondu en détruisant pour $2500 de propriété sur mesure. Vas-tu lui faire un chèque aujourd'hui? Tu m'entends? Aujourd'hui. » J'ai pris une longue gorgée de mon café. « Papa, ai-je dit calmement. » Il a délibérément donné un coup de coude au télescope. Il a souri quand il l'a fait. Il a dit « Oups » et est parti. Il a terrorisé un garçon de 7 ans. Si tu veux défendre un homme adulte qui prend plaisir à écraser le cadeau d'anniversaire d'un enfant, c'est ton choix. Mais n'appelle plus jamais ma maison pour me réclamer de l'argent. J'ai raccroché le téléphone et bloqué leurs 2 numéros. À midi, la guerre numérique avait commencé. Darien, bien sûr, a porté ses griefs directement sur les réseaux sociaux. Il a posté un long paragraphe incroyablement dramatique sur sa page Facebook, accompagné d'une photo des restes calcinés et fondus de son sac de golf, que mes parents avaient dû repêcher du brasero froid après la fête. Il a joué la victime ultime. Il a écrit cette histoire entièrement fabriquée sur la façon dont il avait accidentellement trébuché sur du désordre dans la cour en désordre de son jeune frère. Et, dans un accès de rage ouvrière jalouse, son frère dérangé avait violemment détruit ses biens les plus précieux. Le message était conçu pour assassiner complètement mon personnage. Et malheureusement, cela a fonctionné sur les gens qui n'en savaient pas plus. En quelques heures, les « singes volants » sont descendus. Mon téléphone a été inondé de messages textes de cousins, tantes et amis de la famille qui n'étaient pas à la fête. Ils m'appelaient toxique.
Il m'appelait dérangé. Il disait que j'étais profondément insécure quant à ma carrière, et que je m'en prenais au succès massif de Darien. Cal, un cousin qui léchait toujours les bottes de Darien, m'a envoyé un message disant que j'étais une honte pour le nom de la famille. Marin était assise sur le canapé, regardant l'écran de mon téléphone s'illuminer de messages haineux. Elle avait l'air épuisée. « Je suis tellement désolé », a-t-elle murmuré. Je me suis approché, me suis assis à côté d'elle, et l'ai prise dans mes bras. « Tu n'as absolument rien à regretter, lui ai-je dit. Les ordures se jettent d'elles-mêmes. Nous ne répondrons à aucun d'entre eux. Le silence est notre meilleure arme en ce moment. » Plus tard cet après-midi-là, la sonnette a retenti. C'était tante Créza. Elle est entrée, tenant un énorme livre cartonné magnifiquement illustré sur l'astrophysique pour enfants. Elle est allée directement dans la chambre de Holden et a passé une heure à le lire avec lui montrant des images de la galaxie d'Andromède et lui disant que les vrais scientifiques n'abandonnent jamais quand leur équipement tombe en panne. Quand elle est enfin sortie dans la cuisine, elle m'a regardé avec une expression féroce et fière. « Tes parents courent partout en ville, disant à tout le monde que tu es devenu fou, » a dit Créza, appuyée contre le comptoir. « Mais je sais ce que j'ai vu. Ce garçon a intentionnellement brisé ce télescope parce qu'il ne supporte pas de partager les projecteurs, même pour une seconde. Tu as fait la bonne chose, Calder. Sortir les ordures laisse toujours une mauvaise odeur pendant quelques jours, mais finalement l'air s'éclaircit. » Ces mots ont tout signifié pour moi. Je savais que je m'étais isolé de 90% de mes proches. Mais en regardant mon fils sourire dans sa chambre avec son nouveau livre, je savais que c'était un prix que j'étais plus que prêt à payer. Mais Darien n'allait pas laisser passer ça. Son ego était blessé, et il voulait du sang. Jusqu'où était-il prêt à aller pour me soumettre? Le mardi matin, j'ai reçu un email très formel et incroyablement agressif de Darien. Il n'a pas pris la peine d'appeler ou d'envoyer un message. Il est allé droit aux tactiques d'intimidation corporative. L'email stipulait que j'avais exactement 7 jours pour virer 2500 $ sur son compte bancaire, afin de couvrir le coût des clubs de golf sur mesure détruits. Si l'argent n'était pas sur son compte le mardi suivant, il allait engager un avocat, me poursuivre en justice devant un tribunal des petites créances pour dommages matériels, et inclure une réclamation pour détresse émotionnelle. Il a terminé l'email en déclarant qu'il ne considérerait d'abandonner le procès que si je faisais des excuses publiques sur mes comptes de réseaux sociaux, admettant ma jalousie. Je me suis assis dans mon bureau, à mon entreprise de CVC commercial, fixant l'écran de l'ordinateur, et j'ai juste éclaté de rire. J'ai ri si fort que ma poitrine m'a fait mal. L'ironie absolument stupéfiante de la situation était presque trop difficile à assimiler. Pendant que Darien criait et menaçait de procès pour 2500 $, essayant désespérément de maintenir son illusion de richesse massive, ma vie prenait une direction complètement différente. Juste 2 jours auparavant, pendant que ma famille était occupée à me traiter d'échec ouvrier, mon entreprise avait officiellement obtenu l'offre gagnante pour un contrat municipal massif. Nous avons été engagés pour entièrement réviser et moderniser les systèmes de ventilation et de climatisation pour 3 grands bâtiments du gouvernement municipal. La valeur totale du contrat était d'1 800 000 $. J'avais passé les 10 dernières années à travailler dur en silence, à bâtir une réputation impeccable, et à faire des investissements intelligents. Alors que Darien avait passé son temps à acheter des vêtements de marque, et à se montrer sur Internet, je n'avais pas besoin de porter un costume italien pour prouver ma valeur. J'ai laissé les chiffres de mon compte bancaire d'entreprise parler pour moi. Au lieu de me mettre en colère à cause de l'email, je suis devenu curieux. La réaction de Darien semblait disproportionnée. Un gars qui se vante de conclure des contrats de plusieurs millions de dollars et de vivre une vie de luxe ne devrait pas être aussi maniaque et désespéré pour quelques milliers de dollars. Quelque chose n'allait pas. Le calcul était fondamentalement faux. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un bon ami à moi, nommé Vance. Vance est un auditeur financier indépendant et un détective privé, spécialisé dans les enquêtes de fonds sur les entreprises. Nous avions déjà fait des affaires ensemble par le passé. J'ai demandé à Vance s'il pouvait discrètement effectuer une vérification standard des registres publics et des antécédents financiers de mon frère. Rien d'illégal, juste une exploration approfondie des documents publics, des modèles d'historique de crédit, et des registres immobiliers. Vance m'a dit de lui laisser 48 heures. Quand Vance m'a rappelé 2 jours plus tard, j'étais assis dans mon camion devant un chantier. « Tu avais raison de te méfier, Calder », a dit Vance au téléphone, l'air sincèrement choqué.
Ton frère vit dans un château de cartes complet et total. C'est une zone de désastre financier, Vance a présenté les chiffres, et ils étaient stupéfiants. Darien ne possédait pas sa maison chic. Il la louait, et il avait 2 mois de retard sur le loyer. Son élégante Mercedes noire était en leasing, et la société de financement avait récemment émis un avertissement pour retard de paiement. Mais le pire était la dette non garantie. Darien et Sutton se noyaient dans les dettes de cartes de crédit. Ils avaient atteint le plafond de plusieurs cartes à taux d'intérêt élevés pour financer leurs vacances de luxe, leurs vêtements de marque et leurs dîners coûteux. Le montant total de la dette non garantie s'élevait à environ $120 000. Et son emploi, le prestigieux poste de directeur régional dont il se vantait constamment. Les documents publics de l'entreprise montraient que sa société subissait une restructuration massive. Vance a appris, par un contact de l'industrie, que les chiffres de vente de Darien étaient complètement dans le rouge, et qu'il était actuellement soumis à un plan d'amélioration des performances actifs. Il était littéralement à un mauvais trimestre d'être viré. J'étais assis dans mon camion, serrant le volant, laissant l'information m'envahir. Darien était fauché. C'était un fraudeur complet. Il projetait cette image de succès massif pour cacher le fait qu'il coulait comme une pierre. Les clubs de golf avaient probablement été achetés à crédit, juste pour impressionner son patron. Il me réclamait de l'argent parce qu'il était absolument désespéré d'obtenir des liquidités. C'était un animal blessé, acculé dans un coin, et essayant d'utiliser ses dents pour m'effrayer et me faire obtempérer. J'ai alors réalisé que je n'avais pas besoin de le combattre. J'avais juste besoin de le laisser se détruire lui-même. Mais je connaissais aussi Darien. Quand il est désespéré, il manipule les gens. Et les cibles les plus faciles du monde étaient mes parents. Je devais tendre un piège. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, veuillez laisser un commentaire disant « Terminé ». C'est notre code secret pour les vrais fans qui regardent jusqu'à la fin de la vidéo. Je mettrai un cœur et répondrai à chaque commentaire contenant ce mot-clé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à. La date limite de 7 jours que Darien m'avait donnée approchait rapidement. Je n'avais pas répondu à son email. Je ne lui avais pas viré un seul centime. J'attendais juste, regardant l'horloge tourner, sachant exactement à quel point il devenait désespéré, à huis clos. La pression de $120 000 de dette de carte de crédit à taux d'intérêt élevé, combinée à la menace très réelle de perdre son emploi en entreprise, le poussait sans aucun doute au point de rupture absolue. Le soir du 6e jour, j'ai reçu un appel téléphonique paniqué de tante Cresa. Elle parlait d'un murmure feutré et urgent. « Calder. Tu dois aller chez tes parents tout de suite », a-t-elle dit. « Je suis venu déposer une cocotte pour ta mère. Et Darien est ici. Il fait la performance de sa vie. Il pleure, Calder. De vraies larmes. Il dit à tes parents que son entreprise est en restructuration, et que ses actifs sont temporairement gelés à cause d'un audit d'entreprise massif. Mon sang s'est complètement glacé. Un audit d'entreprise, ai-je demandé. C'est le mensonge qu'il utilise. Oui, a chuchoté Cresa. Mais ça empire. Il leur dit que s'il ne trouve pas une grosse somme d'argent liquide immédiatement, il va perdre sa maison et sa voiture. Il supplie Alden et Nola de contracter une ligne de crédit hypothécaire sur leur maison pour le renflouer. Il leur demande $80 000, Calder. Et tes parents, ces imbéciles, sont assis à la table de la cuisine en ce moment, examinant les papiers de la banque. Ils vont réellement le signer. L'audace absolue et totale de cet homme. Il était sur le point de tromper nos parents âgés pour qu'il hypothèque le seul bien entièrement payé qu'ils possédaient, leur maison familiale, juste pour couvrir ses vêtements de marque et ses locations de voitures de luxe. Il était prêt à risquer leur sécurité de retraite pour maintenir son faux style de vie. Je suis en route, ai-je dit à Cresa. Ne les laisse pas signer un seul papier avant que je n'entre par cette porte. J'ai raccroché le téléphone, j'ai saisi le gros dossier en carton contenant toute la documentation financière que Vance avait découverte, et j'ai sprinté jusqu'à mon camion. J'ai traversé la ville, mes mains serrant le volant si fort que mes articulations étaient complètement blanches. Je n'étais plus en colère. J'opérais selon une logique froide et calculée. Darien avait franchi une ligne qui ne pouvait être franchie. Il n'était plus seulement un frère toxique. C'était un prédateur financier actif, essayant de ruiner mes parents. Quand je suis entré dans leur allée, l'élégante Mercedes noire de Darien était parfaitement garée au centre.
J'ai monté les marches d'entrée et j'ai poussé la porte d'entrée sans frapper. La scène dans la salle à manger était exactement telle que Kreza l'avait décrite. Mes parents étaient assis à table, l'air incroyablement stressé et inquiet. Mon père tenait un stylo à la main, planant au-dessus d'une épaisse pile de documents bancaires. Darien était assis en face d'eux, penché en avant, tenant les mains de ma mère, jouant le rôle de l'homme d'affaires tragique et incompris. Tante Kreza se tenait dans le coin de la pièce, les bras croisés, fixant Darien avec un pur venin. Quand je suis entré dans la pièce, toute l'atmosphère a changé. Darien a immédiatement lâché les mains de ma mère et s'est levé, son visage se durcissant en un masque de pure arrogance. « Qu'est-ce que tu fais ici, bon sang » a claqué Darien, sa voix dégoulinante de condescendance. « C'est une affaire de famille privée. Nous traitons des problèmes financiers de haut niveau qu'un plombier comme toi ne pourrait absolument pas comprendre. Sors. » Mon père Alden m'a regardé, visiblement irrité. « Calder. S'il te plaît, ton frère traverse une situation d'entreprise très compliquée en ce moment. Nous essayons de l'aider à obtenir des fonds temporaires. Ce n'est pas le moment pour ta petite jalousie. Rentre chez toi. » Je ne suis pas parti. Je me suis dirigé directement vers la table de la salle à manger. J'ai regardé les documents de prêt hypothécaire sous le stylo de mon père. 80 000 $. Ils étaient sur le point d'hypothéquer tout leur avenir pour un mensonge. J'ai regardé Darien droit dans les yeux. « Je ne vais nulle part », ai-je dit doucement. « Et personne ne signe quoi que ce soit tant que nous n'avons pas eu une vraie conversation sur l'endroit où cet argent va réellement. Es-tu prêt à leur dire la vérité, Darien ? Ou dois-je le faire pour toi ?» Darien a lâché un rire moqueur et aigu. Mais je pouvais voir un minuscule scintillement de panique véritable derrière ses yeux. « La vérité » a-t-il raillé, agitant la main de manière désinvolte. « Quelle vérité pourrais-tu bien connaître sur mes finances d'entreprise ? Tu sais à peine comment équilibrer un carnet de chèques. Maman, papa, dites-lui de partir. Je n'ai pas le temps pour son drame d'ouvrier aujourd'hui. » Je l'ai complètement ignoré. J'ai pris le gros dossier en carton que je portais et je l'ai claqué à plat au centre de la table de la salle à manger, juste au-dessus des documents de prêt. Le claquement fort a résonné dans la pièce, faisant sursauter ma mère sur sa chaise. « Parlons de la vérité, » ai-je dit, ma voix résonnant d'une autorité absolue. « Parlons de l'audit d'entreprise qui est censé geler vos actifs. C'est une histoire fascinante, Darien, sauf que c'est une fabrication complète et totale. » J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti la première feuille imprimée. Je l'ai fait glisser sur la table vers mon père. « C'est un document public concernant le statut d'emploi actuel de votre enfant prodige, » ai-je expliqué. « Il ne subit pas d'audit. Ses chiffres de vente ont complètement chuté au cours des 3 derniers trimestres. Il a été placé sur un plan d'amélioration des performances actifs, et les ressources humaines se préparent à mettre fin à son emploi dans les 30 prochains jours. » Mon père a fixé le papier, son front se plissant de confusion. Darien a fait un pas en avant, son visage pâlissant. « Ce sont des données d'entreprise confidentielles » a-t-il bégayé, sa façade de confiance se fissurant instantanément. « Ce ne sont que des indicateurs de performance de routine. Ils ne signifient rien. » J'ai sorti la pile de papier suivante. C'étaient les vraies armes. « Et ceci » ai-je dit, laissant tomber une épaisse pile de rapports de crédit imprimés sur la table, « c'est la vraie raison pour laquelle il vous supplie de lui donner 80 000 $. Il n'a pas de problème de liquidité temporaire. Il est complètement, désespérément, en train de se noyer dans des dettes de consommation non garanties. » J'ai regardé directement ma mère, qui fixait les papiers avec des yeux grands et terrifiés. « Il doit exactement 120 000 $ sur 6 cartes de crédit différentes à taux d'intérêt élevés, lui ai-je dit, doucement mais fermement. Il ne possède pas cette Mercedes chic dehors. Il la loue, et il a 2 mois de retard sur les paiements. Il loue sa maison de luxe, et il fait face à une expulsion. Il a apporté un ensemble de clubs de golf de 2 500 $ à la fête d'anniversaire de mon fils, tout en évitant activement les appels des agences de recouvrement. C'est un fraudeur. Il a vécu une fausse vie pour vous impressionner. Et maintenant, il veut que vous hypothéquiez votre seule maison pour rembourser son addiction au shopping. » Le silence dans la salle à manger était absolument assourdissant. Mon père a lentement posé son stylo. Il a regardé les documents, lisant les chiffres massifs de la dette surlignés à l'encre jaune. Il a regardé Darien, ses mains tremblant légèrement. « Est-ce vrai ?» a demandé Alden, sa voix semblant petite et incroyablement vieille.
Est-ce que quelque chose de tout cela est vrai? Darien était complètement acculé. Il a regardé frénétiquement les papiers, puis mes parents, puis moi. Son arrogance s'est complètement brisée, remplacée par une panique pure et désespérée. « Maman, papa, vous devez m'écouter » a-t-il plaidé, sa voix se brisant. Ça a un peu dégénéré. D'accord. Sutton dépense trop. L'économie est mauvaise, mais je peux arranger ça. Si vous signez juste le papier pour les 80 000 $, je peux consolider la dette. Je peux sauver mon emploi. Je peux tout redresser. Vous devez m'aider. Je suis votre fils. Il suppliait pratiquement. L'enfant prodige, le cadre arrogant, pleurait pour un renflouement. Mais j'avais une dernière carte à jouer. L'échec est mat ultime. Il y a encore une chose que vous devriez savoir avant de signer quoi que ce soit, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. J'ai fouillé au fond du dossier et j'ai sorti un seul document juridique officiellement notarié, d'une banque locale proéminente. Quand vous avez refinancé cette maison il y a 5 ans, pour aider à payer le mariage extravagant de Darien, ai-je dit, regardant mes parents, vous avez contracté un prêt hypothécaire auprès de First National. La semaine dernière, mon entreprise, qui vient de décrocher un contrat municipal d'1 800 000 $, a ouvert un portefeuille d'investissement commercial avec cette même banque. Dans le cadre de mon levier, j'ai demandé à mon gestionnaire de fortune d'acheter votre titre de prêt hypothécaire spécifique du portefeuille résidentiel ouvert de la banque. J'ai fait glisser le document final sur la table. C'était l'acte de fiducie et la cession d'hypothèque. Vous ne devez plus rien à la banque, ai-je dit à mes parents, les regardant droit dans les yeux. Vous me devez. Je détiens le titre de propriété de cette maison, et en tant que créancier principal, je n'autoriserai aucune ligne de crédit secondaire sur fonds propres à être tirée sur cette propriété pour financer sa dette de carte de crédit. La banque n'approuvera pas son renflouement de 80 000 $ parce que je ne le permettrai pas. La mâchoire de Darien est littéralement tombée. Il a regardé le document, ses yeux parcourant le texte juridique, réalisant que le frère ouvrier qu'il avait raillé toute sa vie contrôlait maintenant financièrement le toit même au-dessus de la tête de ses parents. Il était complètement, totalement vaincu. Sors de la maison de mes parents, ai-je dit à Darien, en montrant la porte d'entrée. Et ne leur demande plus jamais un seul sou. Darien n'a pas dit un mot de plus. Il n'y avait plus rien à dire pour lui. L'illusion de sa supériorité s'était complètement brisée en 1 million de morceaux irréparables, là, sur la table de la salle à manger. Il a regardé les documents financiers exposant ses dettes massives. Il a regardé mes parents qui le fixaient avec un mélange de choc profond et de déception intense. Et puis il m'a regardé. Il n'y avait plus d'arrogance dans ses yeux. Seulement la froide et terrifiante réalisation qu'il avait finalement touché le fond. Il s'est retourné, a franchi la porte d'entrée, et est parti avec sa Mercedes en leasing. C'était la dernière fois qu'il mettait les pieds dans cette maison. Les conséquences des 6 mois suivants furent complètement brutales pour lui. L'entreprise de Darien a officiellement mis fin à son emploi 3 semaines plus tard, en raison de mauvaises performances. Sans son salaire d'entreprise massif pour soutenir leur style de vie extravagant, tout le château de cartes s'est effondré. Sutton, réalisant que l'argent avait complètement disparu et que les sacs de créateurs n'étaient plus financés, a demandé le divorce. Darien a été contraint de déclarer faillite, chapitre 7, pour se décharger des 120 000 $ de dettes de carte de crédit non garantie. Il a perdu la voiture en leasing. Il a été expulsé de la maison de luxe louée. La dernière chose que j'ai entendue par le biais de la rumeur familiale, l'ancien enfant prodige vivait dans un petit appartement d'une chambre, dans le mauvais quartier de la ville, travaillant comme représentant commercial débutant, vendant des abonnements de logiciels bon marché par téléphone. Quant à mes parents, la révélation fut une pilule amère massive à avaler. Le choc de réaliser que leur fils préféré était un prédateur financier, alors que le fils qu'ils avaient ignoré et rabaissé toute sa vie était un millionnaire autodidacte qui était intervenu pour sauver leur maison, a complètement brisé leur vision du monde. Alden et Nola sont venus chez moi quelques jours après la confrontation. Ils se tenaient sur mon porche, l'air incroyablement petit et fragile. Mon père a réellement pleuré. Il s'est excusé pour tout. Il s'est excusé d'avoir encouragé Darien, d'avoir moqué ma carrière, et d'avoir permis que le télescope de mon fils soit détruit. Ma mère a imploré le pardon, promettant que les choses seraient différentes à partir de maintenant. Je les ai regardés et j'ai ressenti un profond sentiment de tristesse, mais j'ai aussi ressenti de la paix. Je vous pardonne,
leur ai-je dit honnêtement. Mais le pardon ne signifie pas l'accès. Vous avez permis à la toxicité d'entrer dans ma vie, et pire encore, vous avez permis qu'elle blesse mon fils. Il faudra un très long moment pour reconstruire une quelconque confiance entre nous. Vous êtes les bienvenus pour appeler pendant les fêtes, mais nous n'assisterons à aucun dîner de famille dans un avenir prévisible. J'ai ma propre famille à protéger maintenant. J'ai fermé la porte, établissant une limite dure et permanente pour la première fois en 34 ans. Exactement un mois après le barbecue désastreux, Marin et moi avons organisé une nouvelle fête privée dans notre jardin. Il n'y avait que nous, tante Créza, Gareth, et quelques-uns des amis les plus proches de Holden de l'école. Le ciel était parfaitement clair, une couverture absolue d'étoiles scintillantes. Au centre exact du patio en béton se trouvait la surprise de Holden. Marin et moi avions utilisé une minuscule fraction de l'argent de notre nouveau contrat municipal pour lui acheter un télescope flambant neuf. Mais ce n'était pas seulement un remplacement. C'était un télescope Schmidt-Cassegrain massif, amélioré et guidé par ordinateur, qui coûtait 2 fois plus cher que le premier. C'était une machine magnifique et puissante, capable de suivre les galaxies lointaines. Quand Holden l'a vu, il n'a pas seulement souri. Il a rayonné. Il a passé toute la nuit à regarder à travers l'oculaire, montrant à tante Créza les cratères de la Lune et désignant la faible poussière lumineuse de la nébuleuse d'Orion. Le jardin était rempli d'une admiration silencieuse, de rires sincères, et d'une paix absolue. Personne ne se vantait de vêtements coûteux. Personne ne rabaissait qui que ce soit. C'était juste de bonnes personnes debout sous un magnifique ciel nocturne. Je me tenais près du grill à côté de Gareth, regardant mon fils ajuster le bouton de mise au point de son nouveau télescope. Son rêve n'avait pas été détruit. Il avait juste été retardé afin que nous puissions dissiper les nuages de nos vies. Parfois, se défendre signifie faire une scène massive. Parfois, cela signifie brûler les choses que les gens toxiques apprécient le plus, juste pour leur montrer que leurs illusions n'ont absolument aucun pouvoir sur votre réalité. J'ai protégé le ciel de mon fils en brûlant la possession la plus précieuse de cet homme arrogant, et ce fut la meilleure décision que j'ai jamais prise. Pensez-vous que je suis allé trop loin en détruisant sa propriété et en exposant sa ruine financière? Ou Darien a-t-il eu exactement ce qu'il méritait pour avoir brisé le rêve d'un petit garçon? Faites-moi part de vos réflexions dans la section des commentaires. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si vous vous êtes identifié à cela et souhaitez entendre d'autres histoires où la vérité éclate au grand jour, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à